Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, direction l'Espagne et Madrid aujourd'hui, où Joao Félix rayonne avec l'Atlético depuis le début de la saison. C'est sans doute le joueur le plus impressionnant en Liga actuellement. Conduite de balle irrésistible, vision de jeu implacable et justesse technique exceptionnelle. À 21 ans, Joao Félix enchante l'Europe du foot après une année de transition délicate chez les Colchoneros. Alors comment expliquer les progrès du Portugais ? Comment a-t-il fait évoluer son jeu et donc celui de l'Atlético ? On va revenir sur son parcours et on dira aussi un mot de son influence au sein de la sélection portugaise. Avec moi aujourd'hui, notre monsieur Portugal, ici à l'équipe, Régis Dupont. Bonjour Régis. Bonjour Marie-Amélie. Romain Lafont est là également, il suit attentivement le foot espagnol. Bonjour Romain. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. C'est le genre de joueur qui peut évoluer et s'adapter à tous les postes. Il a une connexion spéciale avec la balle, une sorte de connexion innée. Dans France Football en octobre 2019, Bruno Lage était intarissable au sujet de Joao Félix, l'ancien entraîneur du Benfica Lisbonne et celui qui a définitivement lancé le jeune prodige portugais en janvier 2019. C'est à ce moment-là qu'il s'est véritablement révélé et il a rejoint 6 mois plus tard l'Atlético de Madrid pour un montant record de 126 millions d'euros, 4e transfert le plus cher de l'histoire. On va revenir sur son intégration au sein de l'Atlético et sur ce qu'il apporte à l'équipe. Mais avant cela, un mot rapide sur son parcours. Régis, Joao Félix a rejoint le Benfica à l'âge de 13 ans, en provenance du FC Porto qu'il a laissé filer. Oui, alors c'est un cas effectivement intéressant parce que c'est un joueur donc, qui a un profil tellement particulier qu'à un moment, le FC Porto était convaincu, sans être complètement convaincu par Joao Félix. Et puis il se trouve aussi que les parents de Joao Félix vivaient à peu près à équidistance de Porto et de Benfica. Donc finalement, il avait le choix. Benfica avait envie qu'il vienne. Porto n'avait pas envie qu'il parte, mais ne l'a pas retenu suffisamment en tout cas. C'était aussi une époque où on se posait des questions sur sa capacité à grandir et à devenir un joueur qui résiste au duel une fois adulte, parce que c'est un footballeur assez chétif, il l'est toujours, et il l'était encore plus quand il était jeune, donc on se demandait si physiquement il allait être en capacité de passer le cap du haut niveau, et donc Benfica l'a récupéré, et a même récupéré son petit frère qui fait partie du centre de formation de Benfica actuellement. Oui, et Joao Félix a un entourage très sain, avec une structure familiale très présente. Oui, c'est une famille très très impliquée. Évidemment, quand vous habitez à 200 km de Porto ou de Lisbonne et que votre enfant est au centre de formation là-bas, ça implique quand même des sacrifices familiaux. Aller régulièrement faire les 200 km, être toujours derrière son fiston. Et effectivement, les parents ont toujours été très très attentifs à ce qui se passait. Un peu moins maintenant qu'il est parti à Madrid et qu'il est majeur. Et qu'il est représenté par Jorge Mendes comme de très nombreux joueurs portugais. C'était forcément la porte d'entrée vers l'étranger et particulièrement vers l'Atlético de Madrid où Jorge Mendes a aussi ses connexions. Voilà, il est très implanté à Madrid, il l'a été beaucoup au Real à l'époque de Ronaldo, mais il est aussi très très bien implanté à l'Atlético. Sans Jorge Mendes, on peut penser qu'il ne serait pas parti aussi rapidement à l'Atlético de Madrid et certainement pas pour cette somme. Oui, parce qu'il a connu une ascension fulgurante, 43 matchs chez les pros avec le Benfica en 2018-2019, titulaire sur la moitié de saison, avant de rejoindre l'Atlético l'été suivant. Oui, ça a été éclair et forcément à un moment ça s'est vu, puisque il n'a pas commencé par briller immédiatement à son arrivée à Madrid, mais ça c'est un petit peu normal parce que faut se rappeler que par exemple quand Antoine Griezmann arrive, il met au moins 6 mois à s'imposer chez les Colchoneros. Il jouait pas ou très peu et il était encore moins décisif. En plus, ce qui se passe c'est qu'avec Diego Simeone, qu'on vale soit 126 millions d'euros ou machin, peu importe, il faut montrer sur le terrain et pas seulement quand on a le ballon. Il faut aussi courir dans tous les sens. Ça, c'est un peu la condition sine qua non pour réussir avec Diego Simeone. Il y en a beaucoup qui ont essayé, il y en a peu qui ont réussi. Et ce statut de plus gros transfert de l'histoire du club, rapidement, c'est quand même pas très facile à porter quand on a à peine 20 ans. Ah non, c'est même complètement disproportionné. On l'a rappelé, c'est un joueur qui avait une demi-saison de haut niveau quand il est arrivé là-bas. Il est parti pour une somme supérieure à ce qu'a jamais coûté Cristiano Ronaldo, par exemple, ce qui est quand même une référence au Portugal. Donc effectivement, c'était quelque part disproportionné pour un joueur pour lequel on pouvait encore avoir des doutes, parce qu'il avait réalisé effectivement 6 mois spectaculaires à Benfica, mais dans un contexte bien particulier, dans une équipe un peu euphorique. Alors est-ce que c'était grâce à lui ou est-ce que c'était grâce à Benfica ? En tout cas, les deux étaient euphoriques, Joao Félix et Benfica, dans cette deuxième partie de saison. Et on a connu des joueurs avec beaucoup plus de vécu
que Joao Félix et qui ont eu beaucoup de difficultés. On a parlé de Griezmann qui a eu cette adaptation difficile. On pourrait parler de Thomas Lemar qui ne s'est jamais adapté à l'Atlético de Madrid, par exemple. Ouais, il a récupéré le numéro 7 d'Antoine Griezmann. Est-ce que les supporters attendaient de lui qu'il prenne la succession du Français ? Le fait est que Griezmann venait de partir et que donc, quand tu recrutes un mec à 120 millions d'euros, tu t'attends à ce qu'il soit son successeur immédiatement. Sauf qu'il n'était pas prêt. Il y a un autre parallèle qu'on peut faire, c'est pas nécessairement l'Atlético. Un des anciens formateurs de Joao Félix qui me disait qu'il a fait jouer 2 joueurs en réserve à 16 ans. C'est Joao Félix et Renato Sanchez. Renato Sanchez, c'était la même chose. Il a brillé pendant une demi-saison à Benfica, il a brillé à l'Euro, et il est parti au Bayern. C'était trop tôt. Pour lui, ça va marcher. En plus, il a eu des soucis physiques et donc il a mis plusieurs années à s'en remettre. Là, Joao Félix, il est parti pareil au bout de très peu de temps et donc il fallait un temps d'adaptation à la Liga, aux méthodes de Simeone, avec cette pression à l'Espagne aussi. À l'Espagne, nouveau pays. Effectivement, mais le tout avec cette pression effectivement de joueurs très chers et qui est censé être très fort tout de suite. Sauf que 1, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est pas naturel. Et 2, il lui a fallu s'adapter aussi. Dans un premier temps, au jeu de l'Atlético, même si maintenant, l'Atlético essaie un peu plus de s'adapter à son jeu à lui, en partant du principe qu'il peut être sa principale force. Et donc, mais quand il est arrivé, qu'il n'avait, pour ainsi dire, rien prouvé en Liga, Diego Simeone n'allait pas révolutionner son système uniquement parce qu'il avait coûté 120 millions. Ouais, ça a donné une première saison donc mitigée, comme on le disait. 36 matchs, 9 buts, 3 passes décisives et une influence limitée sur le jeu, malgré quelques éclairs de génie. Voilà, alors après, il faut se méfier des stats avec Joao Félix. C'est un joueur qui va marquer des buts, qui va marquer beaucoup de buts, qui va donner beaucoup de passes décisives. Mais c'est pas nécessairement un joueur à statistiques. En tout cas, à mon sens, c'est vraiment un joueur qui s'insère dans le jeu. Alors, il est très adroit, donc il va être amené à marquer. Mais il faudra pas forcément s'arrêter aux statistiques pour juger ses performances. Disons que je pense que c'est typiquement un joueur qui peut marquer 10 à 15 buts dans une saison et réussir malgré tout une grande saison. C'est vraiment un joueur différent. C'est aussi en ça que c'était évident qu'il y allait avoir un problème au départ avec l'Atlético. C'est que c'est un joueur qui a un profil très particulier. Il peut ressembler par certains aspects à Griezmann, dans le lien qu'il apporte dans le jeu, mais c'est aussi un joueur qui a tellement besoin des autres que si l'équipe effectivement ne s'adapte pas à son jeu, c'est très compliqué pour lui. Et par moment, la saison dernière, Simeone le faisait jouer côté droit, ce qui est totalement différent. C'est dans le 4-4 de Simeone, être ailier droit, c'est défendre 70% du temps et partir perforer. Mais t'es pas au cœur du jeu, c'est quelque chose de très différent. C'est que depuis cette saison qu'il joue vraiment au poste qui, sans doute, est le plus adapté pour lui aujourd'hui. Avant tout, c'est un joueur créatif, fantaisiste presque. Quand on aime le foot, c'est un réel plaisir de le voir sur un terrain. Ah oui, c'est assez extraordinaire parce que c'est un joueur qu'on prend presque plaisir à regarder tout seul en fait. Il faut être en tribune et le regarder, et pas trop regarder les autres et voir ces petits déplacements. Je le vois souvent avec l'équipe de Portugal qui pour le coup a un jeu sans doute un peu plus adapté à son jeu à lui. Il fait un pas de côté, un pas en arrière, un pas en avant, ça suffit à créer le petit décalage, à créer le petit mouvement, à se rendre disponible et derrière tout s'enclenche. Et après, évidemment, il y a son toucher de balle qui est assez extraordinaire. On a l'impression qu'il caresse le ballon en permanence. C'est vraiment, effectivement, un joueur différent. Et c'est aussi pour ça qu'on a eu des doutes à une époque, parce que c'est un joueur qui a besoin qu'on l'aide, parce que physiquement, il n'est pas capable de résister à des charges. Si on vient à 2 sur lui et s'il n'y a pas de mouvement autour de lui, il va se retrouver coincé. Mais à côté de ça, il a des qualités techniques incroyables. Il peut trouver des passes. C'est pas ce que les autres ne voient pas. Et que les autres, s'ils les voient, ne réussissent pas à faire. Toujours dans France Foot en octobre 2019, dans un papier de Thierry Marchand, l'ancien attaquant Nuno Gomes déclarait qu'un tel talent naturel n'aura pas besoin d'être fort physiquement pour arriver au top, un peu comme Messi. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou est-ce qu'il ne s'est pas déjà un petit peu épaissi depuis son arrivée à l'Atlético ? Alors je saurais pas vous dire si c'est vraiment épaissi. En tout cas, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin qu'on lui crée des espaces pour que justement il soit pas enfermé et que à ce moment-là, si 2 mecs arrivent sur lui fort physiquement, effectivement, là, il sera toujours pas en état de résister. Comme a dit Régis, il est toujours un petit peu frêle, même s'il a peut-être un peu pris. Et ce qui est important, du coup, ça va être justement d'avoir qu'autour de lui, il y ait du mouvement en permanence pour que justement le ballon allant toujours plus vite que les hommes, dès qu'il y aura des espaces, il pourra se faire plaisir, jouer son jeu et se mettre, entre guillemets, à l'abri de ça. Et après, il y a autre chose, c'est qu'une fois qu'on a acquis le respect des arbitres, parce qu'on est un joueur qui monte, qui fait la différence, un joueur de classe, à ce moment-là,
peut-être qu'il aura aussi les coups de sifflet plus rapides. Là, il est dans une phase où il a fait un très très bon début de saison. Et ben, les mecs commencent à venir le chercher et à jouer vraiment dur sur lui. Contre Salzbourg, ça s'est vu, c'était des fautes, il y avait du sale quoi à un moment. Et même Madrid, Casemiro l'a arrêté, il a pris un carton. Voilà, ils savent ce qu'il faut faire maintenant pour l'arrêter. Ils y vont. C'est un joueur surtout qui a besoin qu'il y ait du monde autour de lui, qui a un peu de mouvement, mais aussi du monde autour de lui, parce que là où il est très fort, tous ces jolis buts, toutes ces belles actions qu'on a pu voir à Benfica, par exemple, c'est vraiment tout près de la surface, avec des petits déplacements très rapides et des petites passes sur quelques mètres qu'il trouve, on ne sait pas trop comment, et c'est ça qu'il va falloir que l'Atlético réussisse dans la durée, et le Portugal aussi, mais surtout l'Atlético, pour que João Félix prenne encore une nouvelle dimension. Oui, mais là, il est déjà beaucoup plus influent sur le jeu cette saison que la saison dernière. Comment vous l'expliquez concrètement ? C'est déjà son placement. La principale explication, c'est son placement. La deuxième, c'est quand même aussi que lui s'est épaissi, un peu physiquement, mais aussi globalement tactiquement. On l'a vu avec le Portugal, où aussi il a beaucoup joué sur le côté, et où ça a été très compliqué pour lui la plupart du temps. Parce que c'est une équipe qui, là, pour le coup, ne joue pas pour lui. Forcément, il y a un autre numéro 7 qui prend un peu de place là-bas. Et il va falloir qu'il attende un petit peu avant qu'on fasse l'équipe autour de lui. Et donc, il a été obligé un petit peu de se sacrifier, de jouer beaucoup sur le côté, de défendre. Et souvent, c'est lui qui est sorti, d'ailleurs, quand ça fonctionnait moyennement. Mais on a pu voir au cours des derniers matchs, là aussi, depuis quelques mois, le partenaire privilégié de Cristiano Ronaldo, c'est clairement João Félix. João Félix joue plus, et de plus en plus, João Félix joue dans la zone de Ronaldo. En fait, souvent, ils se partagent un peu. Un coup, c'est moi qui vais à gauche, un coup, c'est toi. Et on sent que là, la connexion est en train de se faire, ce qui est assez logique, puisque c'est le joueur le plus doué du Portugal, ballon au pied, derrière Cristiano Ronaldo. Et pour l'Atlético, justement, l'Atlético essaie un petit peu de changer. Alors ça reste, faut faire attention à ce que ça reparte pas en arrière, ça est reparti en arrière contre le Real, mais globalement, l'Atlético essaie d'être plus offensif, ce qu'il avait fait ces dernières saisons, mais seulement sur une série de 3-4 matchs. Là, ça y est, Simeone a arrêté de mettre les Coquet, Saúl sur les ailes. Sur les côtés, maintenant, il met 2 joueurs de percussion qui éliminent, qui savent marquer. Il met Carrasco et Llorente, plus 2 attaquants. Donc ça fait 4 offensifs, et tout de suite, c'est différent parce que quand vous avez Carrasco qui crée l'espace par ses percées, Llorente de l'autre côté pareil, que dans l'axe vous avez un joueur comme André Correa, quand ça joue pas avec Suarez, c'est 2 joueurs qui combinent énormément, 2 joueurs qui sont fins techniquement. Voilà, ça vous fait tout de suite cet espace dont je parlais tout à l'heure pour lui permettre de s'exprimer, de faire participer sa vitesse d'exécution, sa justesse technique. Tout ça, une fois qu'il peut être en mouvement et qu'il a de l'espace, forcément tout va beaucoup mieux. On peut dire que cette saison, l'Atlético a conservé son ADN défensif, mais attaque beaucoup plus lors des phases de possession. Oui, non mais ça c'est clair, l'Atlético est dans une phase de progression, en tout cas de transition. Maintenant, effectivement, l'exemple du match contre le Real est parlant. On a bien vu un Atlético qui revient à ses réflexes. Et là, du coup, on a eu un João Félix qui, globalement, a servi à rien ou à pas grand-chose et qui a raté son match. C'était de la faute de João Félix, mais c'était surtout de la faute de son équipe. Voilà, il a besoin d'un cadre pour rester un joueur exceptionnel. Sinon, forcément, ça devient un joueur moyen. C'est pas un joueur qui va prendre le ballon dans le rond central, qui va dribbler 4 joueurs et arriver jusqu'au but adverse. Il peut dribbler les 3 ou 4 joueurs, mais il y a de fortes chances que pendant les 50 mètres jusqu'au but adverse, il se fasse rattraper par un défenseur. C'est un joueur rapide, mais c'est pas un joueur hyper rapide comme pouvait l'être Ronaldo il y a 15 ans, ni hyper puissant. Bon, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais finalement, c'est plus l'équipe qui s'est adaptée à lui que l'inverse. Oui, c'est le point de départ, mais quand même, lui a vraiment progressé. Je l'ai vu faire des matchs où son équipe est en difficulté, où malgré tout, il réussit à sortir 2-3 actions de classe qui font du bien, qui permettent à l'équipe de respirer. Ça, il y a un an, il en était beaucoup moins capable. Ouais, il a pratiquement déjà autant marqué que sur toute la saison dernière. Et il tire moins que l'année dernière, mais il se procure autant d'occasions et il est parti pour marquer beaucoup plus de buts. Ça fait pas de doute. De toute façon, à partir du moment où il est mis dans les meilleures conditions et que son équipe est plus offensive, ses statistiques, ça va forcément décoller. Après, comme disait Régis, c'est pas nécessairement les joueurs pour qui les statistiques seront le plus importantes, parce que par exemple, sans doute que à la fin de la saison, peut-être que Luis Suarez aura des meilleures stats, mais c'est un joueur qui sera beaucoup moins utile dans le jeu que ne l'est João Félix cette saison. Et alors justement, difficile de parler des progrès de João Félix sans évoquer Luis Suarez. Comment ça se passe techniquement sur le terrain entre les deux ? Ah bah Suarez, il aime ces joueurs-là, forcément. Il a été quand même à bonne école pendant quelques années. Et forcément, lui retrouve un peu cette connexion qu'il a pu avoir avec Messi. C'est un petit peu comparable ?
Un petit peu, oui, en tout cas avec le Messi des dernières années, puisque le Messi des dernières années crée quand même moins de brèches à lui tout seul qu'il a pu en faire à une époque. Et puis Suarez, c'est le côté sud-américain. Moi, il y a un joueur aussi à qui Joao Félix me fait penser, c'est Saviola par exemple, qui était un joueur comme ça qui en une touche essayait de créer des différences. Alors la différence, c'est que Saviola était moins capable de dribbler, de garder le ballon. Il avait quand même moins de qualité technique qu'un Joao Félix. Mais c'était un peu ça. C'était un joueur qui en une touche de balle essayait de faire le lien avec ses partenaires. Et pour ça, il a un côté un peu sud-américain, Joao Félix. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'avec Luis Suarez, ça fonctionne. Alors, dans les stats, ça fonctionne pas encore. On parlait qu'elles peuvent être trompeuses. Je crois qu'il y a une passe de Joao Félix pour Suarez, une passe D sur toute la saison, point barre. Et je crois que sur la moitié des buts marqués par Joao Félix, justement, pour le coup, c'est André Correa qui est le passeur. Et c'est deux binômes totalement différents, mais qui sont intéressants selon le type d'adversaire. En fait, c'est même pas nécessairement qu'entre Félix et Suarez, ça se passe superbement bien, qu'on sent une complicité absolue sur le terrain. Mais en tout cas, il y a, c'est sûr, une complémentarité entre Suarez qui forcément court un peu moins et qui du coup va se concentrer sur être à la finition, gêner les défenseurs, etc. Rôle qui pourra être dévolu quand il reviendra de blessure à Diego Costa. Et puis Joao Félix qui va créer, qui va accélérer le jeu et donc, un peu plus libre en fait. Voilà. Et donc on a vraiment cette complémentarité de type, même si on va pas comparer Olivier Giroud à Luis Suarez, mais c'est ce type de complémentarité de joueurs différents, mais qui sont utiles l'un à l'autre et qui se rendent meilleurs l'un et l'autre. Et on en revient toujours au même problème, c'est que si cette connexion elle se fait à 40 mètres du but, si Joao Félix trouve la bonne passe pour Luis Suarez à 40 mètres du but, ça ne suffira pas pour marquer parce que Luis Suarez se fera rattraper avant la surface. Donc il faut vraiment que l'équipe soit placée haut sur le terrain pour que cette connexion elle ait vraiment de l'intérêt. Sinon, il va falloir que l'Atlético, que Diego Simeone recrute un attaquant plus rapide pour faire la paire avec Joao Félix. Mais il y a un vrai changement quand même, c'est que en mettant de côté le match contre le Real, l'Atlético a décidé de jouer et contre le Barça, il a joué et il a battu le Barça au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il a dominé dans le jeu le Barça, ce qui n'était... Je ne m'en rappelle pas sous l'ère Simeone que l'Atlético ait battu le Barça dans le jeu, au-delà de le battre d'un point de vue du résultat. Ouais, et l'Atlético a beaucoup plus la possession cette saison, 46% l'an dernier contre 53% aujourd'hui. C'est aussi évidemment grâce à l'influence grandissante de Joao Félix. Ah bah c'est sûr que quand vous lui donnez le ballon, a priori, il ne va pas le perdre. C'est quand même important, surtout pour une équipe comme l'Atlético qui à une époque l'a balancé un peu au petit bonheur la chance sur la première relance. Là, et c'est sûr que quand Coquet récupère le ballon, s'il la donne à Joao Félix, il sait qu'il a 2-3 secondes pour faire remonter le bloc. Donc forcément ça change les choses. Même si c'est pas non plus un numéro 10 quoi. Il est très très difficile à définir Joao Félix. Au niveau poste, c'est ni un avant-centre, ni un 9,5, ni un meneur de jeu. C'est vraiment un joueur hybride. Pour le coup, assez proche d'Antoine Griezmann, même si je le trouve peut-être un tout petit peu moins attaquant que Griezmann. Ah oui, moins ouais, porté. Je le trouve plus porté sur l'organisation collective. On sent que Griezmann, il aime bien de temps en temps partir sur un compte, sur une action, sur une transition rapide, comme on dit aujourd'hui. Joao Félix, on sent que lui, il aime bien trouver les relais et que ça combine et que ça fasse des longues actions de 10-15 passes. Et puis les dribbles, quoi. Ses crochets courts, il revient, les appuis changeants, etc. Enfin, c'est un joueur pour les yeux, quoi. Et est-ce qu'il a pris goût aux tâches défensives comme Griezmann avait pu le faire grâce à Simeone? C'est pas flagrant. C'est pas flagrant? C'est pas flagrant. Déjà, l'année dernière, alors je sais pas si c'était ouvertement ou s'il avait fait remonter ça par Mendes, mais ça s'était senti qu'il n'était pas très content de jouer à droite les fois où c'est arrivé. Là, il était très mécontent de sortir contre le Real, ça s'est vu. Il a montré plusieurs gestes d'humeur. Quand Simeone a été interrogé sur le sujet, il a dit faudra demander aux joueurs qui étaient mécontents de sortir. Pourquoi? Voilà. Bon, on sent pas que Joao Félix est prêt à mourir pour Diego Simeone comme pouvait l'être Antoine Griezmann en tout cas. C'est aussi pour ça qu'il fallait le faire jouer dans l'axe, parce que dans l'axe, quand il se replie moins, c'est moins grave, entre guillemets, que sur un côté où tout de suite le décalage va se faire parce qu'il manque un joueur. Là, dans l'axe, c'est un peu plus facile de se replacer, c'est les courses défensives un peu moins intenses, un peu moins longues.
Donc logiquement, ça doit arranger tout le monde, et Diego Simeone et Joao Félix. Il a fait des efforts, c'est sûr, mais il y a des vidéos qui tournent où il lui explique comment faire le pressing, Simeone, qui sont intéressantes, de dire voilà, comment se positionner son corps, etc. Machin. On a l'impression qu'il faisait presque du basique, quoi, de pressing pour lui montrer comment prendre un peu plus d'espace. Et bon, il y a du travail, je pense qu'il fait les efforts, sinon 126 millions ou pas, Thomas Lemar est bien placé pour le savoir, il sortirait de l'équipe. Mais voilà, après, je pense pas qu'on puisse faire de Joao Félix un mort de faim du pressing. Et puis c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question de profil. Quand on revient à Benfica, c'était quand même une équipe ultra dominante qui avait le ballon 81% du temps. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était une équipe qui avait beaucoup le ballon, qui était positionnée très haut sur le terrain. Donc fatalement, les courses défensives avec Benfica, elles étaient courtes et il en faisait pas 50 par match. Donc il y a aussi une habitude à prendre. C'est encore un joueur très très jeune, faut pas l'oublier. Et avec le Portugal, on voit qu'aujourd'hui, il fait ses courses défensives. Justement, avec le Portugal, 13 sélections, 3 buts. Donc tu nous as dit qu'il n'était pas utilisé de la même façon qu'à l'Atlético. Est-ce qu'il pourrait être à Ronaldo ce que Benzema était au Real ? C'est ce qu'il commence à être. C'est ce qu'il commence à être très clairement, d'autant que le Portugal, comme l'Atlético, est parti sur une transition vers un jeu plus ambitieux, avec plus de possession, une équipe positionnée assez haut sur le terrain, en tout cas quand elle a le ballon, parce qu'elle se replie évidemment très vite quand elle l'a pas. Mais on est dans une transition assez similaire entre le Portugal et l'Atlético. On sent depuis quelques matchs que c'est lui que Ronaldo cherche en priorité. À une époque, on pouvait penser que c'était Bernardo Silva. Aujourd'hui, Bernardo Silva joue un peu plus loin de Ronaldo. Et c'est vraiment Joao Félix, son partenaire privilégié, plus qu'un Bruno Fernandes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Portugal a quand même pléthore de joueurs assez exceptionnels. Ils n'ont jamais été aussi bien fournis en attaque. Ouais, c'est assez... Oui, le Portugal risque de s'adapter au jeu qui est le préféré pour Joao Félix aussi, parce qu'ils n'ont jamais eu autant d'atouts offensifs pour faire le jeu. Enfin, quand vous avez Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Félix, bon, vous avez, et puis il y a Jota aussi. Jota, Podence, enfin voilà, ça n'arrête pas. Tous les 6 mois, il y a un nouveau joueur qui arrive. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'inquiète Fernando Santos. Il a bien expliqué après le dernier match qu'à un moment, il allait falloir se mettre autour d'une table, parce que c'était bien, on avait des super joueurs, mais à un moment, il faut aussi penser à défendre, avoir une structure d'équipe et à jouer quand l'équipe n'a pas le ballon. Et là, ça risque de plus être possible. En tout cas, il va pas pouvoir mettre 6 joueurs offensifs à chaque match, d'autant qu'il y a quand même toujours Ronaldo et que s'il y a trop de joueurs qui prennent le ballon et qui jouent effectivement comme Benzema, pour le coup ça va être un problème aussi pour Ronaldo. Donc c'est le problème qu'avait eu l'Argentine longtemps avec Messi. Ils avaient Higuaín, ils avaient Agüero, ils avaient Di Maria, puis en fait ils avaient 10 joueurs offensifs qui étaient fantastiques, mais ils savaient pas quoi en faire. Et en dehors de 2014 où ça a failli marcher, sinon ça a été des résultats extrêmement moyens pour l'Argentine, alors qu'ils avaient peut-être la meilleure génération de l'histoire, si on compte Messi et tous ceux qui l'entourent. Et au Portugal, c'est toujours Joao Félix qui a l'étiquette de potentiel successeur de Ronaldo ? Oui, parce qu'il y a déjà son transfert, 127 millions d'euros, c'est colossal. Qu'on le veuille ou non, ça marque la population, une telle somme, parce qu'il est très jeune, parce que lui, pour le coup, il va faire toute sa carrière entre guillemets, sans Ronaldo ou presque, puisque là, ils vont avoir deux peut-être 3 saisons ensemble en équipe nationale, mais après, ce sera pour lui. Autant Bernardo Silva aura déjà presque 30 ans quand Ronaldo va s'arrêter, autant lui, il a toute sa carrière devant lui. Oui, il a seulement 21 ans, je le rappelle. Voilà, il porte le numéro 7. Et puis c'est un joueur de Benfica. Donc forcément, c'est la petite perle de Benfica, et pour le Portugal, c'est quand même symboliquement très très fort. Alors on avait pas mal de questions de nos followers sur le poste dans lequel il pourrait le plus s'épanouir dans le futur, mais finalement on peut pas lui attribuer un seul et unique poste à Joao Félix. On peut dire que ce sera dans l'axe, ça c'est certain. Ce sera dans l'axe. Disons qu'au vu de ce qu'est aujourd'hui le football, on peut imaginer que le poste où il sera le plus libre, c'est quand il sera associé à un autre attaquant. Donc c'est dans l'axe, dans un 4-4-2, avec quelqu'un qui va lui créer des espaces ou quelqu'un qui va aller emmerder les défenseurs et prendre de la place pour lui permettre d'avoir cet espace et lui permettre d'avoir tout cet espace de création. Tout seul à la pointe dans le 4-3-3, c'est moins envisageable. C'est envisageable dans une équipe à la Barcelone de Guardiola, qui a le ballon tout le temps, qui impose quelque chose. Pour moi, c'est envisageable parce qu'aujourd'hui, le Portugal n'a pas derrière Ronaldo cette pointe évidente, classique. En revanche, a plein de joueurs avec des profils un peu particuliers. Diogo Jota qui peut jouer dans l'axe ou sur un côté.
qui a beaucoup de vitesse, mais qui n'est pas un point de fixation. João Félix. Bruno Fernandes, qui est un milieu attaquant, on ne sait pas trop ce qu'il est, mais qui est un joueur qui est incontournable aujourd'hui. Bernardo Silva. Donc très peu de joueurs pour finalement imposer un combat à l'adversaire, mais qui en revanche, si le Portugal est maître du ballon, peut faire très très mal pour le coup. S'il y a une équipe aujourd'hui qui peut se rapprocher de ce qu'a été l'Espagne à une époque, c'est bien le Portugal. En tout cas, une fois sans doute que Ronaldo sera parti, parce que tant que Ronaldo est là, il apporte sa vitesse, il est incontournable, c'est le buteur, enfin bon, ça on peut pas dire autre chose. Mais Ronaldo, même s'il défend un peu plus avec le Portugal qu'avec la Juve, ce ne sera jamais un grand défenseur, tout comme João Félix. Dernière question, celle d'Émile, l'un de nos followers. João Félix, il a le potentiel pour prétendre un jour remporter le Ballon d'Or ? Oui, sans aucun doute. Voilà, de toute façon, ça fait des années que c'est une autorité commune que ça devrait jouer entre lui et Mbappé sur les prochaines années. Après, il faudra voir l'évolution de chacun. Mais là, ce qu'il est en train de faire, déjà, en Liga, cette saison, il y a peut-être que Ansu Fati qui a été, avant sa blessure, à un tel niveau d'influence sur son équipe. Et qui est effectivement très très jeune et qui peut aussi éventuellement prétendre. Sinon, dans la Liga actuelle, de ce niveau-là, oui, alors, est-ce que ce sera à court terme ou à moyen terme ? Ça, c'est autre chose. Mais dans les 5 ans, ça paraît logique qu'il soit candidat. Bon, on va s'arrêter là, messieurs. J'espère qu'on a donné envie à ceux qui ne suivent pas beaucoup la Liga de regarder les matchs de l'Atlético Madrid cette saison. Merci à tous les deux, Régis Dupont et Romain Lafont. Merci aussi à Antoine Bourlon. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour le dernier Big Five de l'année 2020. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.